Bonjour et bienvenue sur Afro Digital, 4e épisode, et on se plonge aujourd'hui, Roland, sur les relations sino-africaines. Et la Chine serait en train de mener une conquête quasiment de l'Afrique, donc du continent qui se laisse conquérir quasiment par tout le monde. Et visiblement, vous n'avez peut-être pas le même point de vue. Comment allez-vous, Roland? Très bien, très bien. On va parler quand même de la Chine. Vous y êtes déjà allé? Oui. Non, je ne suis jamais allé en Chine. Oui, l'occasion ne s'est jamais présentée. Mais j'aimerais bien une fois aller voir les grandes mégapoles chinoises. Ça m'intéresse d'ailleurs plus que nécessairement visiter la Chine historique, mais visiter des endroits comme Shanghai ou le Shenzhen, qui est un peu le hinterland économique de Hong Kong et qui a une histoire assez particulière aussi dans le développement du numérique pour la Chine. Ouais, ça me plairait bien. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le sujet qui nous réunit ici chaque mois pour décortiquer un peu les enjeux numériques, les enjeux digitaux. Vous êtes notre expert incontesté sur la question. Merci en tout cas chaque fois de répondre présent à notre rendez-vous. Et puis aujourd'hui, quand on parle de Chine, il y a beaucoup de spéculations à la fois sur les médias internationaux, à la fois sur les médias africains, les médias européens et même les médias chinois qui, eux, en tout cas, s'affoncent un peu comme la Chine même en tant que pays. Les Chinois sont pressés, ça tombe bien, les Africains aussi. C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe avec la Chine sur le continent en matière de télécom? Alors, on peut regarder ça sur plusieurs aspects. Évidemment, un sujet qui préoccupe beaucoup de citoyens, c'est tout ce qui tourne autour des soi-disant GAFAM, qui sont un peu le Google, Amazon, Facebook, en fait, qui sont les grands acteurs du numérique. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui au niveau mondial, qu'on prend les 20 plus grands acteurs du numérique, mais c'est presque un match égal en termes de société entre la Chine et les États-Unis. Donc reprenons bien, je ne vous coupe pas. Donc en Chine, on a les BATS, ils appellent ça les BATS, donc on a Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Il y en a d'autres, il y a TikTok. Par exemple. Ah oui, c'est carrément devenu... Tous les adolescents connaissent ça. Donc derrière TikTok, il y a une société chinoise qui s'appelle ByteDance et qui fait partie de ces 20 plus grandes sociétés du numérique au niveau mondial. Donc le numérique aujourd'hui, de ce point de vue-là, de ces types de sociétés-là, c'est devenu un match US-Chine. Et donc on peut dire... ce type de société, il colonise autant l'Europe que l'Afrique, donc il n'y a pas nécessairement une particularité par rapport à l'Afrique. D'ailleurs, il y a certaines sociétés, prenons à nouveau TikTok, qui est une application qui est extrêmement populaire chez les jeunes, mais il faut avoir un smartphone pour ça. Et donc, quand on regarde les taux de pénétration des smartphones en Afrique, ils sont quand même encore, en moyenne, je dirais, presque un facteur 3, plus faible qu'en Europe. Donc forcément, pour ces acteurs-là, il y a des freins naturels en Chine qui sont liés simplement à l'infrastructure qui est en place. L'aspect qui est très intéressant, peut-être le plus intéressant dans ce secteur-là, c'est le commerce électronique. Entre la Chine et l'Afrique? Non, à l'intérieur de la Chine. À l'intérieur déjà de la Chine. Aujourd'hui, évidemment, avec la crise du Covid, on a tous, même ceux qui ne connaissaient pas, on a tous fait l'expérience du commerce électronique. On a fini par acheter beaucoup de choses en ligne. Et un des grands acteurs chinois sur le commerce en ligne, c'est le groupe Alibaba, qui est aussi un peu dans la presse en Belgique, puisqu'ils ont un grand projet de construction près de l'aéroport de Liège. Maintenant, nous, en tant que consommateurs européens, on connaît évidemment Amazon, qui est le géant du commerce électronique. Et de manière assez intéressante, Amazon, par exemple, ne vend rien en Afrique. Donc Amazon n'est pas présent en termes de commerce électronique en Afrique. La présence d'Amazon est au niveau informatique, c'est-à-dire ils ont une filiale qui fait de l'informatique en nuage, qui vient de déployer ses premiers centres en Afrique du Sud, et donc en fait Amazon aujourd'hui se concentre sur cet aspect-là et pas sur le commerce électronique pour l'Afrique. Alors le commerce électronique en Afrique, c'est compliqué. Alors il y a quelques acteurs africains
dont le plus grand est Jumia, qui est une société qui vient d'être introduite en bourse, qui est, je crois même, une des seules unicornes en Afrique. Donc unicornes, c'est les sociétés qui ont une valorisation de plus qu'1 milliard de dollars. Donc le grand acteur africain du commerce électronique, c'est Jumia. Mais Jumia perd de l'argent aujourd'hui. Donc Jumia n'est pas profitable. Est-ce que Jumia est d'origine africaine? Alors, c'est une bonne question. Il y a, je crois, la direction est partagée entre un Allemand et une Nigériane. D'accord. Donc, et je crois qu'ils sont même cotés au marché de Francfort. Donc, c'est une société, disons, certainement avec une influence européenne, mais je crois que la CEO principale est une Nigériane. Du Nigeria, ok. Et donc, aujourd'hui, la question se pose, par exemple, dans ce secteur-là, quel est l'avenir du commerce électronique en Afrique? Et donc, ça, c'est vraiment un champ de bataille intéressant actuellement. Et pour revenir aux Chinois, donc Alibaba cherche certainement à avoir une présence là-bas. Il y a des programmes de soutien à l'entrepreneuriat chinois. Il y a même une fondation de Jack Ma qui finance des projets. En Afrique? En Afrique. Donc c'est une fondation qui a été lancée, je crois, qui a donné son premier prix en 2019. Et avec des projets très intéressants dont on aura peut-être une fois l'occasion de parler, puisque ça parle de l'entrepreneuriat numérique aussi en Afrique. Mais je dirais, de ce côté-là, l'influence de la Chine reste somme toute assez modeste en Afrique. Je dirais qu'elle a plus d'influence aux États-Unis et en Europe qu'en Afrique. Mais alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce discours médiatique, notamment des médias occidentaux et principalement français, qui pensent que la Chine est en train de reconquérir une Afrique, et alors du coup, on met le continent dans une position un peu de dominer. Donc ces Africains qui finalement se laissent à nouveau coloniser, entre guillemets, par les Chinois, et au vu de ces chiffres que vous nous donnez, et même au vu de nos propres recherches, on sent bien par exemple, puisque nous ici on est sur Afro-Digital, donc on parle de télécom, on parle du numérique, les opérateurs par exemple numériques de GSM chinois qui ne sortent jamais quasiment de la Chine ne sont même pas déployés en Afrique quasiment. Non. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'ils font en Chine? Ils vendent plutôt du matériel? En effet, les opérateurs télécoms chinois, premièrement, sont encore tous aux mains de l'État. Donc les opérateurs chinois ne sont pas sortis de Chine et il n'y a aucun opérateur non chinois qui est vraiment rentré en Chine. Donc ça, c'est encore une chose très très particulière. C'est un marché assez fermé. Il faut aussi, par exemple, se rappeler que la Chine fait partie de l'Organisation mondiale du commerce que depuis 2001. Donc auparavant, la Chine n'était pas du tout ouverte à des investissements, par exemple, dans le télécom. Et encore aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, la présence chinoise en Afrique, on peut le voir sous deux aspects. C'est premièrement l'investissement direct de la Chine en Afrique. Mais là, on se rend compte que celui-là est aussi assez modeste. Par exemple, aujourd'hui, en termes d'investissement direct chinois en Afrique, la Chine investit moins que la France, par exemple. Même moins que, je crois qu'ils sont au niveau des Pays-Bas. Donc on ne peut pas dire que la Chinois soit un grand investisseur direct en Chine. Mais qu'est-ce que les Chinois font alors en Afrique? Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils financent beaucoup de projets. Ils font beaucoup de projets de construction qui impliquent du savoir-faire chinois. C'est ça leur fer de lance. Et je crois que d'après les chiffres, par exemple, de l'agence Export-Import des États-Unis, le financement de projets de la Chine sur, je crois, 2015-2017 équivaut au financement de projets de tous les pays du G7 réunis. Alors, je ne vous coupe pas, Roland, mais quand on finance un projet, on ne le finance pas gratuitement, on est bien d'accord? Non. Il doit y avoir un système parallèle financier, un gros montage financier que vous allez certainement nous expliquer tantôt. Mais en attendant, donc on trouve alors finalement la réponse à la question qu'on se pose ici tous, c'est que pourquoi est-ce que la Chine est le premier créancier de l'Afrique finalement? Donc alors, c'est parce qu'ils financent, ces Chinois financent? Ils financent beaucoup de projets, mais ils ont aussi un excédent commercial important avec l'Afrique. Donc ils financent pas seulement des projets, mais ils vendent aussi des produits. Je veux dire, aujourd'hui,
Même, je sais pas, prenons l'exemple, le thé marocain, hein, le thé vert vient de Chine. Donc il y a un excédent commercial assez important de la Chine vers l'Afrique, beaucoup plus que par exemple avec l'Europe. Hein. Donc aujourd'hui l'Europe reste le premier partenaire commercial de l'Afrique. Hein. Donc l'Union européenne fait plus de commerce à l'Afrique que la Chine, mais l'excédent commercial de la Chine vis-à-vis de l'Afrique est beaucoup plus fort. Donc ça évidemment, ce déséquilibre commercial évidemment, j'imagine, rentre dans les calculs du premier créancier de l'Afrique. Avec évidemment les financements de projets où forcément un État ou une entreprise africaine contracte une dette vis-à-vis d'une société chinoise. Alors Roland, vous n'êtes pas économiste, c'est certainement, mais vous maîtrisez certaines facettes de tout l'imbroglio qu'on peut imaginer derrière un montage financier, notamment entre la Chine et l'Afrique. Et aujourd'hui, quand on parle de financer un projet en Afrique, par exemple, et quand on s'appelle la Chine, comment ça se passe? Quel est finalement l'ensemble qui sous-tend ce prêt ou ce financement ou cet investissement? Comment ça se passe? Est-ce que la Chine débarque, voilà, vous n'avez pas de route entre Nairobi et Dar es Salaam, je finance cette route et vous me payez quand vous voulez. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ou... Alors, donc, on a fait tous ces projets, c'est essentiellement des projets de routes de transport, hein, donc routes, usines, mais aussi le numérique. Le numérique, je crois que figure en quatrième place de ces projets. Alors comment ça se passe? Bien, évidemment, c'est des projets où il y a un concours. Je veux dire, c'est des projets qui sont financés par des deniers publics. Et évidemment, il y a un appel d'offres international. Donc on ne va pas toquer à la porte de la Chine et dire voilà, le projet est fait. Hein. Donc il y a un concours. Donc il y a forcément la concurrence entre des entreprises de partout du monde. De partout du monde. Et donc, pour bien comprendre comment ces projets-là, après, se financent, ou disons, au-delà du cahier des charges techniques, comment ça se passe, peut-être prendre comme référence comment une entreprise européenne financerait ce projet. Parce que les Chinois ne sont pas les seuls à financer. Évidemment, alors, tout le monde finance. Comment est-ce qu'une entreprise européenne, belge, française, allemande finance un projet? Alors, le cas typique, c'est... donc voilà, prenons un exemple, prenons une entreprise belge qui est en négociation avec une entreprise ou un État africain, dire voilà, on va construire une nouvelle usine électrique, voilà, ça va coûter 50 millions d'euros, on aime bien votre projet, ouais, c'est pas mal, vous êtes, en termes de cahier des charges techniques, vous êtes les meilleurs, etc. On veut faire affaire avec vous, mais on voudrait que vous financiez ce projet. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, outre apporter le savoir-faire, les machines et tout ce que vous voulez, on apporte l'argent. Okay. Alors évidemment, l'entreprise ne va pas aller dans sa trésorerie et apporter 50 millions d'euros pour financer le projet qui va... Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait? On va s'adresser à une banque pour financer ce projet. C'est-à-dire, le client africain va contracter un prêt avec une banque. La banque sera peut-être amenée par le fournisseur belge. Hein, il va agir comme intermédiaire et embarquer cette banque dans l'affaire. Et donc, la banque va prêter l'argent au client et le client va payer son fournisseur. Qu'est-ce que fait la banque? Évidemment, elle veut peut-être assurer son risque. Elle va se dire, bon là, je suis dans des pays à haut risque, et donc tous les pays ont une espèce de grille de risque. Une grille tarifaire quasiment, de risque, d'évaluation. Oui, une évaluation, qui sont par exemple des grilles que l'agence de crédit à l'export belge, le groupe Credendo établit, en fonction avec d'autres organismes. Donc la banque va se dire, ok, ce risque, je dois le couvrir. Il va prendre une assurance. Sur le crédit des 50 millions. Sur le crédit. Et qui va donner cette assurance? Mais typiquement, c'est les agences de crédit à l'export. Et donc tous les pays ont une telle agence. En Belgique, c'est le groupe Credendo. Et derrière le groupe Credendo, il y a finalement l'État. L'État belge. Supposons que le créancier ne paye pas, la banque va se retourner contre son assureur, qui va devoir payer les dommages. Mais derrière,
l'assureur, en quelque sorte, se trouve l'État belge. Donc finalement, cet endettement va se retrouver de manière directe ou indirecte chez l'État belge. Et donc la prise de risque, finalement, que toute cette chaîne est prête à prendre, est indirectement liée au risque que l'État belge veut prendre par rapport à son argent. Parce que si ça foire, c'est finalement, in fine, le citoyen, le contribuable belge, qui paye en quelque sorte, soit parce que l'État doit emprunter plus, parce qu'il a fait des mauvaises affaires, soit parce que sa dette qui se négocie sur les marchés internationaux, finalement, devient moins prisée, donc il doit plus payer, il a des conditions de financement moins bonnes. Je ne vous coupe pas, entendons voilà. Très bien, il ne s'agit pas que de l'État belge, il s'agit quasiment de tous les États européens qui fonctionnent de cette façon. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? L'État belge et beaucoup de pays occidentaux font partie d'un club qui s'appelle l'OECD. Ah, j'allais dire le club de Paris. Non, c'est l'OECD. Et là, il y a une espèce de gentleman's agreement qu'on appelle, je crois que ça s'appelle la concertation, la convention de l'OECD, qui disent, OK, entre nous, on va se mettre d'accord sur des règles. Comment on va faire ça? Et par exemple, une règle que tout le monde pourra comprendre, c'est qu'on ne va pas financer plus que 85% du projet. C'est-à-dire, OK, vous voulez un projet qui coûte 50 millions, mais voilà, vous devez apporter 15% de ce projet, donc 7,5 millions. Tous les spectateurs vont comprendre ça. Quand vous allez chez une banque et que vous voulez un prêt pour une maison, vous devez avoir votre apport propre. Voilà. Tout à fait. Donc, il y a cette règle-là, donc on ne va pas financer l'entièreté du projet. Maintenant, pour revenir sur la Chine, le même mécanisme, évidemment, le mécanisme en soi, est le même. Mais il y a des différences notables. Lesquelles? La Chine, premièrement, ne fait pas partie de l'OECD. Donc, ne respecte pas les mêmes règles. Ne souscrit pas aux mêmes règles. Okay. C'est-à-dire, ils peuvent financer 100% du projet. J'ai personnellement des anecdotes d'entreprises européennes qui se disent « mais on était moins cher que les Chinois, mais avec les Chinois, les clients a déboursé 0 € pour commencer, alors qu'avec nous, il fallait débourser quand même 15%. » Et tout client qui se respecte veut bien débourser 0 €, évidemment. Alors, ça c'est encore une autre chose. Après, il faut voir quelles sont les contreparties de ça, évidemment. Donc, premièrement, la Chine n'est pas retenue par les mêmes règles. Deuxièmement, tout ce financement, finalement, vous voyez, il y a des banques, il y a des agences import-export, il y a l'État. Tout ça, en Chine, c'est beaucoup plus fortement contrôlé par l'État. Par exemple, il n'y a pas vraiment de banque privée chinoise. Même la plus grande banque chinoise, qui est la plus grande banque mondiale, qui s'appelle la Banque chinoise, je crois, de l'industrie du commerce, mais l'État détient presque 80%. Ils sont représentés à Bruxelles. Donc l'État a un contrôle beaucoup plus fort sur toute la chaîne. En plus, et ça c'est vraiment quelque chose où il faut un peu étudier l'histoire chinoise, je crois que la conception du risque, la prise de risque, l'évaluation du risque et la volonté à assumer du risque est très différente en Chine. Et des choses qu'un gouvernement européen ne fera pas, simplement parce que c'est trop risqué pour son standing financier, par exemple, un gouvernement chinois, je crois, peut passer outre. Parce qu'ils sont beaucoup moins imbriqués, beaucoup moins intégrés dans les circuits financiers étrangers. Par exemple, aujourd'hui, n'importe qui en Belgique peut acheter de la dette de l'État belge. Je veux dire, vous allez chez votre banque, vous dites, voilà, je vais acheter des bons de trésor belges pour 10 000 €, il n'y a aucun souci. En Chine, ça ne se passe pas comme ça. Même avant 2016, il n'y avait pas moyen d'acheter de la dette chinoise. Et donc, encore aujourd'hui, la dette chinoise circule très très peu. Donc, par rapport à son standing en termes de débiteur vis-à-vis de l'étranger, mais la Chine peut se comporter de manière tout à fait différente. Donc la concurrence au final n'est pas la même. En fait, on n'est pas concurrencé sur les mêmes règles. Non. Et au final, je dirais plutôt que ce n'est pas la concurrence qui compte, mais c'est les règles sur lesquelles la concurrence se fait qui comptent, c'est ça? Oui. Alors aujourd'hui, en fait,
les entreprises européennes, on doit les comprendre, ou américaines, ils se disent on ne joue pas avec les mêmes règles, c'est pas juste. Et je crois que du point de vue chinois, le point de vue est différent. Mais non, c'est pas. On n'est pas dans un match de foot où on joue les uns contre les autres et on doit respecter les mêmes règles et que le meilleur gagne. Non, ici c'est que les meilleures règles gagnent. On joue avec d'autres règles. La concurrence, c'est pas à l'intérieur d'un cadre réglementaire, mais c'est entre deux systèmes. Et donc là, si on pousse un peu le raisonnement, on se dit, bah oui, je veux dire, qui est l'autorité morale qui dirait, mais voilà, on prend telle règle ou telle règle, parce que in fine, et je crois que c'est à là que ça se résume, c'est la question du risque. Aujourd'hui, même en termes d'individus, en termes de citoyens, un citoyen européen ou américain, s'attend à tout à fait autre chose comme gestion du risque de son État qu'un citoyen chinois. Et ça, c'est lié aussi dans l'histoire, il faut voir un peu l'histoire récente chinoise, même après les réformes de Deng Xiaoping, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80, comment la Chine a géré des grosses crises de dette et financières qu'ils ont à l'intérieur de la Chine. Donc je crois que les Chinois sont habitués à tout à fait autre chose que nous, Européens. Et ça se reflète d'une certaine façon dans les pratiques commerciales qu'ils sont capables d'adopter. Alors Roland, vous savez, le gros problème qu'on a sur le plateau de Afro-Digital, c'est toujours la question du temps. Oui. Donc voilà, on va aller vers la fin. Mais je tiens quand même à vous parler d'une interview que l'ex-président américain Barack Obama avait donnée en 2014, qui disait qu'il avait 2 conseils à donner aux leaders africains. Premier conseil, faites en sorte que les Chinois emploient du personnel africain. Et le deuxième conseil, faire en sorte que la route qu'ils vont construire, on parle des Chinois, n'aille pas de vos minerais vers le port de Shanghai. Deuxième question. Deuxième question. Je voudrais avoir votre avis sur la question aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire, au vu de tout ce qu'on vient d'éclaircir sur ce plateau, on comprend que la Chine n'est pas en train d'envahir l'Afrique comme le clament la plupart des médias occidentaux, notamment français. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Chinois emploient du personnel français quand ils sont sollicités sur des projets africains? Alors, en effet, ça c'est un des clichés qui circulent dans beaucoup de têtes, c'est que la Chine, quand elle fait un projet, elle amène tout. Les hommes, le matériau. Le sable, l'eau, tout. Okay, et il n'y a rien qui est fait localement ou sourcé localement. Alors ça c'est intéressant, les gens qui récemment se sont penchés sur les chiffres viennent à des conclusions un peu différentes. Et en fait, donc les études les plus récentes montrent quand même que sur les projets que font les Chinois en Afrique, la majorité, premièrement, du personnel est africain. Là où ça blesse encore un peu, c'est souvent dans les instances dirigeantes, où là, en effet, le management, etc., reste souvent chinois. Mais je dirais, vous prenez une entreprise française ou belge qui fait un projet absolument la même chose. C'est absolument la même chose. Ouais. Donc là se pose le problème je dirais, un autre problème, c'est former des gens localement pour pouvoir occuper ces postes. Donc c'est en quelque chose de changer, parce qu'aussi les salaires en Chine augmentent. Vous me posiez la question, est-ce que vous êtes déjà allé en Chine? Non, j'aimerais bien aller une fois à Shanghai, etc. Mais quand vous regardez le coût de la vie en Shanghai, je crois qu'il est supérieur à Bruxelles. Hein. Donc, je veux dire, les Chinois, ou la classe moyenne chinoise, doit gagner beaucoup plus d'argent aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc forcément, ça c'est en train de s'équilibrer, et donc forcément, la main-d'œuvre locale est beaucoup plus intéressante que faire venir des gens de l'autre bout du monde. Ça, c'est la première chose. Deuxième question, c'était Obama disait que les dirigeants africains, en tout cas les leaders africains, devraient faire en sorte que les routes chinoises, donc les routes qui seront construites par des entreprises chinoises, ne partent pas des minerais en Afrique vers le port de Shanghai. Sous-entendu, on comprend ce qu'il veut dire l'ex-président américain. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et on va finir avec cela. Oui, je crois en effet, tout est dans la main finalement du client. Je veux dire, le commanditaire africain, il signe un contrat, et en effet, je crois qu'il y a un gros travail à faire du point de vue de la gouvernance de ces contrats, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre dans le contrat, et comment on va formuler
le retour sur investissement pour nous. Donc, non seulement on va avoir une route, voilà, la route est là, point barre, ou on veut avoir une infrastructure numérique, vous nous livrez votre matériel, vous installez tout et vous partez et on a tout. Je crois que ce modèle-là est un modèle qui n'est pas bon. Et tout reste à savoir comment faire évoluer ce modèle pour que, et pour parler du numérique, dans ces projets, il y a un véritable partenariat qui puisse s'installer avec une espèce de co-innovation qui puisse être bénéfique pour les Chinois. Dans la dernière émission, on avait parlé de l'argent mobile et je crois que j'avais dit, voilà, c'est une innovation qui résulte finalement d'un détournement par les Africains d'un instrument, ici un réseau mobile, vers autre chose. Et je crois qu'il faut concevoir comme ça. Je crois que l'innovation est souvent le détournement d'un existant. Ce n'est pas nécessairement la création de quelque chose de nouveau, c'est souvent un détournement d'un existant. Et donc dans ces projets-là, où un État africain ou une entreprise africaine dépense beaucoup d'argent pour un projet d'investissement, je crois qu'il faudrait avoir ça en tête. Comment puis-je détourner ce projet pour que j'en fasse quelque chose de différent que ce que mes fournisseurs ont imaginé, quelque chose qui puisse m'aider à développer mon pays. Et je crois que le numérique se prête très bien à ça, parce qu'aujourd'hui, partout au monde, peu importe qui achète du nouveau matériel, de plus en plus d'exigences, et le matériel doit être ouvert, je dois pouvoir le modifier, je dois pouvoir intervenir dessus, je ne veux plus me lier à mes fournisseurs et à la moindre petite chose devoir retourner chez eux pour faire telle ou telle modification, telle évolution. Et je crois que la concurrence aussi va passer par là. La concurrence sera plus simplement prix, financement, mais ce sera à quel point votre offre est ouverte à l'évolution et à une façon de me rendre autonome par rapport à vous. Eh bien, vous parlez alors du transfert, c'est ça, hein, du transfert des compétences une fois quand on vend un produit, quand on vend un service. Et je crois que ça fait également partie des contextes pour lesquels la Chine propose une autre alternative dans d'autres règles par rapport à l'Europe. Je vous remercie pour l'ensemble de ces éclaircissements, comme vous le faites en fait. La prochaine fois, on parlera de la 5G, un sujet qui vous tient très très à cœur. Vous voulez le lancer ou la 5G? Ah oui, c'est... En Belgique, ça traîne. En France, oui. Allez, on va dire que ça... On va regarder évidemment ça du point de vue africain. Ouais. Est-ce que c'est vraiment utile? Voilà, aujourd'hui en Afrique, la 5G. Voilà. Eh ben, on reparlera de ça avant que nous partions en vacances en montagne. C'est ça, hein. Merci Roland pour l'ensemble de ces explications. On a parlé de la Chine, on n'a pas pu décortiquer tous les points saillants dont on a parlé tout à l'heure en conférence, mais on pourrait revenir aisément dans un autre sujet, parler des innovations, parler des relations en dehors du contexte économique entre la Chine et l'Afrique. En tout cas, j'espère que nous pourrions toujours profiter de vos éclaircissements en temps voulu. Merci beaucoup en tout cas Roland. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis pour ce 4e numéro d'Afro Digital. C'est vrai qu'on a parlé un peu plus de commerce presque digital plutôt que des télécoms, parce qu'effectivement la Chine est un peu, on va dire, absente en matière de télécoms en Afrique, seulement qu'elle vend beaucoup de services et de matériel en matière de smartphones, en matière de technologie. Et donc voilà, on a plutôt balancé le débat sur les relations clairement entre l'Afrique et la Chine, l'Empire du Milieu. On se retrouvera pour le 5e épisode d'Afro Digital et on parlera de la 5G. 5G en Afrique, besoin ou pas, et certainement, Roland l'aime bien, on parlera également de la 5G en Europe. Merci à toutes et à tous, suivez-nous sur les réseaux sociaux et à très bientôt.